Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, votre rendez-vous quotidien consacré à l'emploi, au RH, au management, à tout ce qui fera finalement l'emploi de demain. Alors au programme, aujourd'hui, l'importance d'une culture apprenante en entreprise. C'est la plateforme DeGrid qui vient de sortir une étude sur ce sujet. Elle a cherché à savoir comment se forment les collaborateurs, quelle vision ils ont en fait de la stratégie de learning de leur entreprise. Un enjeu évidemment d'expérience collaborateur et de performance. On en parlera en début d'émission. Comme chaque mois, nous retrouverons Frédéric Fougera, le directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. On parlera de la transformation des entreprises et plus particulièrement de la transformation numérique. Comment bien la réussir, cette transformation? Comment embarquer les équipes en place dans ce projet? Est-ce que ce sujet d'ailleurs peut avoir un impact sur l'image employeur? Réponse dans quelques instants. Et puis un grand entretien aujourd'hui, puisque j'aurai le plaisir de recevoir François Asselin, c'est le président de la CPME. On parlera bien évidemment des salaires avec cette question: est-ce que le travail paye suffisamment aujourd'hui en France? On abordera également le sujet des emplois non pourvus, comment faire matcher l'offre et la demande dans un contexte de reprise économique forte. Focus aussi sur la trésorerie des PME alors que le dispositif des PGE vient d'être prolongé de 6 mois. Et puis on terminera cette émission avec une rencontre. Un jeune homme qui s'est donné pour mission de participer à l'intégration des réfugiés en entreprise. Sa start-up s'appelle Each One, mais d'abord bien dans son job. DeGrid, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bonjour. Vous êtes directeur France de DeGrid. Alors c'est une entreprise américaine, plateforme de mise à niveau de main-d'œuvre. J'ai lu dans la définition. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, la mise à niveau de main-d'œuvre? En effet, on va parler de montée en compétences, mise à niveau. On va accompagner les collaborateurs à avoir une expérience apprenante, réussie au sein de leur organisation, et donc de leur donner les moyens pour pouvoir monter vers les bonnes compétences et les compétences qu'ils veulent développer, pour ainsi découvrir des opportunités au sein de leur organisation, pas uniquement d'un point de vue vertical, mais également d'un point de vue horizontal, ou travailler sur des projets. Donc c'est leur donner vraiment les moyens pour avoir un succès relatif et qui leur est propre également dans un premier temps, mais également qui répond aux objectifs de la société. Comment est-ce qu'on leur donne les moyens aux collaborateurs? On leur donne les moyens avec DeGrid, on va en fait recentrer, agréger tout le contenu d'apprentissage qu'ils ont au sein de leur entreprise à un seul et même endroit. Donc créer une expérience qui soit unique pour eux, personnalisée. Donc déjà, c'est répondre à leurs besoins de personnalisation, d'écoute, et d'aligner en fait les compétences qu'ils ont, parce qu'on a identifié les compétences qu'ils ont par rapport à leur job d'aujourd'hui, mais également les compétences qu'ils acquièrent en fait à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, c'est leur donner la possibilité de transférer, d'avoir un peu, on va dire, une monnaie d'échange avec les compétences pour découvrir des opportunités, encore une fois, au sein de leur entreprise. Si on n'invite pas les collaborateurs à se développer à l'extérieur, à partir, à quitter l'entreprise, mais vraiment qu'ils puissent découvrir d'autres projets. Et vous disiez, il faut qu'ils se rendent compte en fait de tout ce qui est déjà disponible dans l'entreprise pour monter en compétences. Ça veut dire que vous ne fournissez pas directement du contenu d'apprentissage? Tout à fait, on ne fournit pas de contenu d'apprentissage, on va créer vraiment une expérience pour le collaborateur, faire en sorte qu'il ait, on va dire, si on prend des logiciels sans les citer, mais de logiciels de musique français ou nordiques, qui nous proposent des playlists au quotidien, qui sont ultra personnalisées par rapport à ce qu'on écoute, par rapport à ce qu'on pourrait aimer. C'est leur donner en fait ça sur un plateau, directement sur leur page d'accueil, et de découvrir ces différentes playlists, de découvrir les personnes qui sont dans leur entourage, pour qu'est-ce que Jacques ou Yacine apprennent et qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que je peux les suivre, est-ce que je peux interagir avec eux. C'est également toute cette partie collaborative derrière, et donc leur donner tous ces moyens à un seul et même endroit de façon hyper simplifiée. Alors vous publiez une étude mondiale sur l'importance de la culture apprenante sur le lieu de travail. Vous avez cherché en fait à savoir comment est-ce que les collaborateurs se forment au sein de leur propre entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est comprendre dans un premier temps comment ils veulent se former, et également identifier deux types de personnalités, on va dire de communautés au sein de nos entreprises, des promoteurs ou des détracteurs, d'un point de vue qui sont les plus motivés à apprendre et qui sont ceux qui vont l'être un peu moins, et quelles sont les activités qu'ils vont mener à bien pour développer leur carrière.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, le sujet, c'est que tout le monde n'a pas forcément envie d'apprendre. C'est ça. C'est la première. Encore une fois, nous, notre constat au travers de cette étude, c'est également, on a beau avoir en fait tous les systèmes technologiques qu'on veut, il faut avant tout qu'on ait une population de motivés. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de promoteurs. C'est les personnes qui sont motivées par l'apprentissage, qui voient un investissement à moyen, long terme, moyen, court, etc. terme, pour se développer, versus d'autres personnes qui sont un peu moins motivées. Alors, justement, est-ce qu'il y a des différences significatives dans les résultats de votre étude entre ceux qui sont promoteurs, comme vous dites, et ceux qui sont détracteurs? Enfin, on peut voir que dans l'étude, on a sur ces deux types de communautés, donc les promoteurs ou les détracteurs, on va avoir un investissement qui est beaucoup plus important, bon, ce qui paraît hyper logique, mais d'un point de vue consommation de contenu, d'un point de vue implication ou de vision sur quel est mon investissement, à quoi sert le learning dans l'apprentissage, excusez-moi pour les anglicismes, mais dans l'entreprise, c'est concrètement, on voit des Français qui suivent un peu les tendances générales, mais qui vont voir en fait l'apprentissage au sein de l'entreprise de façon un peu plus court-termiste sur un investissement en fait pour se développer à court terme versus en fait la généralité des personnes qu'on a auditées qui eux voient ça sur un investissement peut-être un peu plus long terme. On va voir que la communauté française est un peu plus pour répondre à un objectif à court terme. Il faut instaurer une culture apprenante au sein de son entreprise. Est-ce que le point de départ, finalement, c'est pas le top management qui doit insuffler, motiver aussi les équipes à se former tout au long de leur carrière? Il le faut. On voit que c'est quelque chose qui remonte aujourd'hui de plus en plus de la part des collaborateurs vers le top management. Donc, ils ont beaucoup de PDG de grandes sociétés, de grands groupes français, tels que des sociétés telles que Capgemini avec lesquelles on peut travailler, qui en prennent conscience, qui en ont pris conscience, donc qui remettent le collaborateur au sein de l'expérience apprenante. Donc, ils entendent vraiment ce que le collaborateur souhaite apprendre, ce qu'il souhaite développer, et ils vont essayer de l'accompagner vers ce que eux, la société, veulent lui communiquer comme formation, toutes les formations qui peuvent être obligatoires et autres. Donc c'est une culture apprenante pour les organisations. Oui, c'est une implication, pour répondre à votre question, de la part du management, de la part du C-level, de l'exécutif, en français, pour la déployer. Du côté du collaborateur, il faut lui montrer son intérêt, qui effectivement, vous disiez, les Français ont une vision court-termiste, mais ça peut être peut-être plus long terme, notamment sur la mobilité, j'imagine. Tout à fait. C'est la mobilité, on voit que c'est un des axes majeurs, comme vous le soulevez, qui motive le collaborateur à apprendre pour pouvoir découvrir de nouvelles opportunités. Et là, c'est ce qu'on en retire de l'étude, c'est encore une fois, le collaborateur a besoin de trouver les bonnes compétences qu'il doit et quel niveau il doit atteindre pour découvrir cette mobilité. Et derrière ça, on va avoir vraiment une dynamique et encore une fois, on en revient à la motivation. Du côté de l'entreprise, l'intérêt, c'est quoi? C'est une meilleure performance des salariés, peut-être moins de turnover aussi? Vous mettez tout à fait le doigt dessus. C'est en effet, on va gagner beaucoup de temps à ne plus avoir à recruter si on fait monter en compétence nos collaborateurs, enfin moins recruter du moins. Et dans les difficultés de recrutement actuelles, je crois qu'effectivement c'est un bon point. C'est tout à fait un bon point. C'est donc leur faire gagner du temps sur on recrute moins, on identifie mieux les compétences qu'on a au sein de notre entreprise et on permet aux collaborateurs d'être plus engagés. Pour en revenir à quels sont les bénéfices et ce qui en ressort de l'étude pour l'organisation et également quand on s'appuie sur d'autres études que font des grands cabinets de recherche sur ce que les PDG en retirent, c'est que quand il y a une culture apprenante qui est vraiment impactante, leur chiffre d'affaires va être, la croissance va s'accélérer, sans parler de chiffre d'affaires à proprement dit, mais va s'accélérer. On voit également que les outils technologiques, d'un point de vue du directeur des systèmes d'information, sont beaucoup plus sollicités versus des investissements qui peuvent être très très lourds pour les systèmes d'information. Et donc, on voit qu'il y a un engouement grâce à cette démarche au sein de l'organisation. Comment est-ce que, du point de vue de l'entreprise, on définit sa stratégie d'apprentissage, de learning? Parce que c'est compliqué, il faut produire du contenu, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Ah non, en effet, il n'y a pas que ça. C'est comprendre en fait qui sont les collaborateurs qu'on a aujourd'hui, là où on souhaite les emmener. Je pense que d'un point de vue organisation, encore une fois, c'est avoir une vision qui va être là à long terme plutôt que court-termiste pour accompagner ses collaborateurs. Donc comment la construire? C'est identifier donc des piliers qui vont être
remettre le collaborateur au centre de son expérience, lui donner la possibilité de fixer des objectifs. Et tout ça, quand on parle de fixer des objectifs, c'est pas uniquement de l'apprentissage, c'est également impliquer les personnes qui sont sur tout ce qui est ce qu'on appelle la GPEC, donc la gestion également du personnel et donc des performances. La possibilité également d'impliquer tout ce qui est la partie talent, toute la partie RH, des ressources humaines qui sont très impliquées également sur le développement des collaborateurs. Donc c'est vraiment un tout. La stratégie learning aujourd'hui est plus de ce qu'on en voit, ce qui en ressort de l'étude, c'est n'est plus toute seule, ou l'est beaucoup moins et travaille beaucoup plus sur des leviers avec tous les départements des organisations. Est-ce qu'il faut le faire quand on se dit « Oh là là, on va être confronté à une transformation majeure et mes équipes, à un moment, elles vont plus être au niveau et donc là, ça y est, j'y vais, je me structure » ou est-ce qu'en fait, il faut l'anticiper et parer un peu à toutes les éventualités ? En effet, vaut mieux l'anticiper. Très concrètement, quand on voit des grandes sociétés de l'automobile qui aujourd'hui prennent un virage, j'essaie de trouver les mots français, un virage vers plus l'électrique ou d'autres énergies, sont obligés de retrouver des nouvelles compétences au sein de leurs entreprises, d'identifier est-ce que mes collaborateurs, à l'époque, qui étaient sur des énergies fossiles, c'était des ingénieurs spécialisés sur les énergies fossiles, aujourd'hui doivent passer sur de l'électrique. Peut-être que ces personnes-là, en dehors de mon organisation, ont fait ces formations et ont déjà ces compétences parce que je ne leur fournissais pas. Donc, grâce à Digrid, on a pu voir, c'est que avec des clients existants dans l'automobile, ils ont pu en fait prendre ce virage beaucoup plus rapidement. Là, je parle de Ford aux États-Unis, parce qu'encore une fois, on est une société américaine, mais qui ont pu prendre ce virage technologique beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont identifié en amont, vous l'avez dit, anticiper les compétences, anticiper la connaissance des compétences de mes collaborateurs. Donc ça veut dire que vous, quand vous procédez, quand vous arrivez dans une entreprise, vous faites une espèce de cartographie en fait de l'ensemble des compétences ? On va s'appuyer sur celles qui peuvent être existantes au sein des entreprises. Et on va également leur proposer celles que nous, on a déjà, parce qu'on est fort de quelques... près d'un millier plus de 8 millions d'utilisateurs, pour revenir sur des chiffres très précis, et des centaines de clients au niveau monde. Donc on va s'appuyer également sur leurs connaissances, sur toute ce qu'on appelle les taxonomies dans le jargon de compétences, pour pouvoir les mettre à profit à ces nouvelles organisations qui nous rejoignent. Donc on ne va pas faire de cartographie à proprement dite pour répondre à votre question, mais on va les accompagner à l'enrichir, à la simplifier. Parce qu'encore une fois, si on prend un mot-clé collaboration, c'est une compétence, très bien, mais ça peut être travailler ensemble, ça peut être d'autres définitions, puis ça peut être traduit dans différentes langues, parce qu'encore une fois, c'est des plateformes qui peuvent être traduites en près de 30 langues. Donc c'est comment faire ça, de créer une taxonomie qui soit simplifiée pour les organisations. Donc on va simplifier également cette partie-là. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Laurent Butel, directeur France de Digrid. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Et comme chaque mois, on retrouve Frédéric Fougera. Bonjour. Bonjour Aurélie. Directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. Alors, vous avez souhaité nous parler aujourd'hui de transformation en général, mais plus particulièrement de la transformation numérique. C'est vrai qu'on en parle énormément. Et toute la question, finalement, c'est de comment est-ce qu'on l'a réussi, cette transformation numérique ? Est-ce que c'est un sujet qui peut avoir un impact sur l'image employeur ? Mais d'abord, quand on engage une transformation numérique particulièrement, est-ce qu'on peut y arriver avec des équipes qui sont existantes et qui peuvent peut-être avoir certains freins au changement ? Alors j'ai envie de commencer par une citation d'Einstein, parce que, dont la traduction peut évoluer, mais qui dit en fait, si on fait toujours la même chose, il ne faut pas s'attendre à un résultat différent. Et pour répondre à votre question, non, on ne peut pas faire une transformation quelle qu'elle soit. On parle beaucoup de transformation numérique ou digitale aujourd'hui, mais la transformation d'une façon générale dans l'entreprise. Oui, managériale ou autre. Voilà. Il faut qu'il y ait un peu de sang neuf. Alors, il ne faut pas tout bouleverser, il ne faut pas virer tout le monde et on remplace tout le monde, parce que là, c'est une catastrophe pour l'entreprise. Il n'y a plus de connaissances, il n'y a plus des pratiques, il n'y a plus de connaissances des clients, il n'y a plus de connaissances des méthodes. Puis le temps d'adaptation et d'intégration de
toute une bande, une équipe nouvelle, ça va prendre beaucoup de temps et ça va mettre en suspens l'activité. Donc ça, c'est très dangereux. Mais il faut s'appuyer sur les anciens, les sachants, mais il faut aussi s'appuyer sur du sang neuf, de la diversité, des gens qui ont un regard différent, qui peuvent venir de secteurs différents, de pratiques différentes, pour faire ce mélange et engager l'entreprise, l'organisation dans une transformation. Il faut s'appuyer sur des équipes en interne ou est-ce qu'il faut aller chercher, externaliser une partie, quitte à ce que ce ne soit pas forcément bien vu d'avoir une équipe extérieure qui vienne comme ça donner un regard? Je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite ou idéale, mais peut-être que ce qui est important, c'est de savoir scinder la partie qui gère la transformation du reste des équipes qui, elles, doivent faire fonctionner l'entreprise. Quand on est en phase de transformation, l'entreprise, elle ne se met pas à l'arrêt, le temps de se transformer quelques mois, parfois quelques années, puis après on reprendra le boulot dans une nouvelle façon de faire. Donc l'idéal, c'est de plutôt pas mélanger les genres, en tout cas c'est le sentiment que je peux avoir en pratique et en expérience, de ne plutôt pas mélanger les genres, de dédier des équipes, des budgets à la transformation. Ces équipes peuvent d'ailleurs être recrutées, ça peut aussi être des prestataires externes, mais avoir vraiment une ou des équipes qui sont dédiées à la transformation, à engager cette transformation, tout ce qu'il faut mettre en place, la vision qu'il faut concrétiser. Et puis après, il y a un moment où il va falloir associer les compétences internes, les sachants, ceux qui connaissent le métier, ceux qui connaissent l'entreprise, je disais, les pratiques, les clients. Et à un moment, tout le monde se retrouve pour travailler ensemble, mais ça évite de perturber les équipes qui doivent faire fonctionner l'entreprise par les sujets de transformation, et puis ça évite de perturber les transformateurs, si on peut les appeler comme ça, par le quotidien et l'opérationnel. Mais il y a un moment, il faut que tout le monde se rencontre pour aussi mettre en commun les connaissances, les compétences pour pouvoir développer ensuite la transformation. Donc en fait, c'est pas nécessaire de changer les équipes, on change pas tout le monde comme ça. Non, mais surtout pas, sinon en fait, vous fragilisez l'entreprise. Donc il faut un peu de sang neuf, il faut un peu de vision différente, il faut apprendre à faire différemment, à penser différemment, à voir différemment, mais il faut du sang neuf et il faut, je dis, les sachants, les historiques, ceux qui ont la connaissance de la maison. Alors justement, vous avez, c'est pas pour rien que ça s'appelle le Rex du mois, vous avez un retour d'expérience. Vous avez engagé une transformation numérique chez Foncia il y a 4 ans, donc là aussi on parle de temps long. On parle de temps long, oui. L'objectif c'était de révolutionner les métiers de l'administration de biens. Quelle méthode est-ce que vous avez employée ? Alors justement, en fait, il y a 4 ans, avec l'arrivée de Philippe Salle, le président actuel, et donc nouveau président il y a 4 ans du groupe, il y avait un souhait de changer d'époque et d'essayer de faire évoluer avec beaucoup plus de digitalisation des métiers qui sont extrêmement réglementés, qui du coup peuvent paraître vieillots parce qu'ils sont extrêmement réglementés. Mais en fait, il y a plein de possibilités de faire évoluer ces métiers, en fait, pour apporter un meilleur service aux clients, plus de réactivité, plus de transparence, beaucoup plus de facilité, là où il n'y a pas de valeur ajoutée dans l'humain, parce que l'humain doit rester très présent, on est dans un métier de service, donc il ne peut pas être remplacé par la machine, mais en revanche, il y a beaucoup de tâches qui peuvent, elles, être automatisées, voire sécurisées, et pour libérer du temps pour le client. Et donc, la volonté de Philippe Salle, ça a justement été de créer un département à côté de l'entreprise, comme une mini-start-up, qui a pu engager l'ensemble de ce développement. Alors, quand je dis un département, c'est un département important, parce que c'est une centaine d'experts. Ah oui. C'est 60 millions d'euros qui ont été investis pendant 4 ans, donc c'est une grosse transformation. Enfin, on est une boîte importante et avec des activités qui sont très lourdes. Donc il ne s'agit pas de créer un petit site web qui va faciliter les échanges ou qui va mettre des documents à disposition des gens. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc là, cette transformation, elle s'est faite par ce département à part qui, une fois que tout le travail était engagé, s'est mis à travailler avec les équipes internes, les sachants, pour fusionner et pour pouvoir délivrer ce qui commence à être proposé aux clients dans les premiers cabinets depuis quelques mois. Comment ça se passe le moment où justement ça se réunit des deux côtés ? On arrive à embarquer l'ensemble des collaborateurs de Foncia dans ce projet. On sait toujours que, peut-être que c'est particulièrement français, mais il y a toujours une certaine réticence au changement. Absolument. Le changement, ça fait peur. Donc ça nécessite, ça fait peur, ça inquiète, ça vient perturber éventuellement son quotidien. Donc en fait, ce qui est important, c'est de montrer que tout ça n'est pas fait avec une vision client pour qu'il y ait un bénéfice pour le client, mais il faut aussi montrer le bénéfice et l'avantage pour le collaborateur. Donc c'est moins de paperasse, c'est moins de risques de perdre des documents, c'est moins de risques de calcul. Donc il y a un véritable avantage pour le collaborateur
comme pour le client. Donc ça crée une dynamique et ça crée même une attente. 100% des collaborateurs en fait souhaiteraient pouvoir déjà déployer auprès de leurs clients le nouveau MyFoncia, qui est notre site et la nouvelle application sur smartphone. Donc ça va venir. Donc, mais il y a plutôt une attente et une envie parce que les bénéfices pour chacun ont bien été expliqués. La vision du projet et l'intérêt et les avantages autant pour les collaborateurs que pour les clients. J'imagine que ces 100 personnes qui ont été recrutées dans cette structure à part, elles ont eu, vous disiez, des échanges avec les sachants, ceux qui étaient déjà en place, pour que, effectivement, quand on crée un outil, parfois on s'aperçoit que en pratique ça marche pas. Il y a eu des remontées comme ça des deux côtés. En fait, c'est de l'échange permanent parce que les développeurs, parmi les 100 collaborateurs, il y a énormément de développeurs. D'ailleurs, on continue de recruter en permanence des développeurs et beaucoup de fonctions autour du web. Ces personnes-là ont la connaissance de technologies et d'outils d'aujourd'hui. Mais par contre, ils doivent connaître et comprendre le métier. Donc ces échanges et ces allers-retours permanents ont été indispensables pour permettre justement à ces développeurs de bien comprendre le métier, de bien comprendre la maison, les pratiques, la réglementation aussi, parce que quand on imagine des systèmes, et ça colle pas forcément toujours avec la réglementation qui impose et qui peut être très contraignante. Donc oui, il y a des échanges permanents, des allers-retours permanents plusieurs fois par jour. On travaille ce qu'on appelle en mode agile, c'est qu'on commence à développer quelque chose, puis on le teste, et puis on le corrige, et puis on le redéveloppe, on l'améliore, et puis on le reteste. Et tout ça se fait évidemment avec les sachants. Alors, est-ce que ça a eu un impact sur l'image employeur de Foncia ? Je pense que ça a eu un impact sur l'image tout court de Foncia. Enfin, ça a un impact. On parle encore au présent. On est en train de commencer le développement. Mais oui, parce que ça montre une entreprise qui est vraiment engagée dans une dynamique. D'ailleurs, en étant le leader du secteur, du coup, on devient le leader sur le digital aussi sur le secteur. Ça va de fait. Ouais. Et ça a un impact sur l'image, un impact sur l'image employeur, parce que du coup, ça facilite les recrutements. Je dis dans le monde informatique, les gens sont extrêmement sollicités. Quand de l'extérieur, on voit une entreprise qui investit beaucoup, qui est sur des projets innovants, sur des technologies innovantes, c'est plus facile d'aller recruter ces personnes qui ne viendraient pas forcément spontanément chez Foncia. Je parlais de développeurs, j'apprends des mots tous les jours, mais par exemple des développeurs full stack qui sont aussi bons en front office ou en back office, ce sont des compétences rares. Nous, elles viennent plus spontanément chez nous et on les accueille volontiers parce qu'on en recrute beaucoup. Ça veut dire qu'il faut communiquer sur sa transformation alors ? Absolument. Alors, il faut communiquer à partir du moment où elle est engagée et à partir du moment où on peut en voir les premiers bénéfices. Parce que si on communique sur des intentions et qu'on ne voit rien derrière, je pense que c'est une mauvaise communication. En tout cas, c'est pas ma façon de faire, c'est pas la façon de faire de Philippe Salle. Donc, on communique plutôt sur les faits que sur les intentions. Mais effectivement, il faut communiquer parce c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise et c'est donc une valeur ajoutée pour recruter, pour les gens qui travaillent dans l'entreprise et pour les futurs collaborateurs de l'entreprise. Alors, c'est quoi, si on devait résumer les clés d'une transformation réussie ? Les clés d'une transformation réussie, c'est probablement une vision claire qui va être partagée. Il faut que l'ensemble des équipes comprennent la direction qui est prise. Et puis après, il faut mettre en place la bonne organisation et se donner aussi les bons moyens. Parfois peut-être aussi le bon timing, parce qu'on peut être très ambitieux, on a envie d'avancer très vite. Quand un projet est très long, il y a quand même une donnée de temps qu'on ne peut pas négliger. Mais voilà, savoir où on va, savoir l'expliquer et se donner les moyens d'y arriver. Merci beaucoup Frédéric Fougera, directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia. On vous retrouve bien évidemment le mois prochain dans Smart Job. Grand entretien aujourd'hui avec François Asselin, président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a tellement de sujets que c'est un peu difficile de savoir par où commencer. Alors, je me suis dit, je vais prendre une citation de votre homologue du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a dit s'attendre à de nombreuses augmentations de salaire en 2022. Il a dit « Les salariés du privé attendent, après 2 ans d'efforts, leur juste récompense ». Est-ce que vous partagez cet avis ? Bon, alors, on va essayer de remettre les choses dans leur contexte et de parler concret. Que s'est-il passé depuis la pandémie, depuis mars 2020 ? L'économie s'arrête. Ouais. Hein. Et malgré le fait que l'économie s'arrête, qu'on soit d'ailleurs retraité, fonctionnaire, salarié du secteur marchand, même demandeur d'emploi, même indépendant, eh bien, on a continué à pouvoir vivre. Les salaires ont été distribués, les traitements ont été distribués, les
pensions ont été distribuées, les allocations chômage ont été distribuées. Et le constat qu'on fait à l'issue de cette pandémie, avant que ça redémarre, et malheureusement on n'en est pas sorti, c'est que finalement, d'une manière macroéconomique, c'est une moyenne, le pouvoir d'achat des Français n'a pas sombré. Même mieux que ça. Il a augmenté. Il a augmenté et un tout petit peu mieux que l'inflation. Donc, on ne peut pas dire, entre guillemets, que les Français, d'une façon économique, aient souffert. Alors attention, il y a toujours des cas particuliers, on est bien d'accord, mais globalement, on ne peut pas dire que les Français aient souffert d'un manque de pouvoir d'achat. L'inverse est faux. Voilà, l'inverse est vrai plutôt. Ça redémarre. Et là, que se passe-t-il? Pénurie de main-d'œuvre. On retrouve d'une manière démultipliée ce qu'on avait connu en 2019. On n'arrive pas à trouver les compétences dont on a besoin. Et là, forte tension dans les entreprises entre l'offre et la demande, si bien que les compétences dans nos entreprises, si on voulait les garder, si on voulait les fidéliser, eh bien, il a fallu répondre à leur demande d'augmentation individuelle. Et dans beaucoup d'entreprises, et je peux vous dire que j'en connais, PME, eh bien, pour garder nos compétences, on les a augmentées. Et les salariés sont en position de force, en fait. Et bien sûr, alors on ne va pas leur reprocher. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, dans beaucoup de PME, en tout cas, on a augmenté nos salariés pour éviter tout simplement de se les faire piquer par la concurrence. Et puis, lorsque vous devez recruter, j'aime mieux vous dire que les bases de recrutement sont plus tout à fait les mêmes que celles d'il y a un an plus tôt. Donc, bien évidemment, le niveau de rémunération des gens qui ont des compétences a augmenté. Alors après, il reste effectivement ce qu'on appelle les bas salaires. Alors vous savez, on est d'accord. Un bas salaire sera toujours trop bas. On est tout à fait d'accord. Le problème, c'est pas tellement de commencer à un bas salaire, c'est de se retrouver 10 ans, 20 ans après, avec toujours un niveau de basse rémunération. C'est ça le vrai problème. Alors là, on est tout à fait d'accord. Lorsqu'on est au niveau du SMIC depuis des années, surtout si on est en milieu urbain, c'est quand même compliqué de joindre les deux bouts. On est tout à fait d'accord. Il y a deux moyens de pouvoir augmenter son pouvoir d'achat, d'une façon tout à fait concrète, c'est de se former. Il faut en avoir la volonté et la possibilité, c'est très clair. Et là, vous pouvez changer de qualification et monter en grade. Ou alors, c'est de travailler plus, faire des heures supplémentaires qu'on peut se faire rémunérer. C'est les deux manières vraiment très concrètes d'augmenter son pouvoir d'achat. Alors, il y a quand même une certaine pression gouvernementale, avec des déclarations notamment de Bruno Le Maire, sur une augmentation des salaires. Et après, toute la question, c'est de savoir aussi de quelle variation on va parler. Parce que je lisais 2,2% de hausse prévue sur le salaire de base à partir de l'année prochaine environ. Mais si on prend par exemple le secteur de la restauration, qui est un cas très particulier, mais où il y a beaucoup de PME, j'imagine, on parle de l'UMIH qui a dit jusqu'à 9% de hausse des salaires. Alors c'est vrai que le HCR se retrouve dans une position assez singulière, où les grilles salariales commencent avec des niveaux de grilles qui sont en dessous du SMIC. Alors bien évidemment, quand il y a de la tension sur les compétences qu'on n'arrive pas à trouver, eh bien là, si vous n'augmentez pas sensiblement l'offre, vous n'allez pas trouver de candidat. Et puis c'est passé une autre chose aussi, c'est-à-dire que ce sont des métiers dans le HCR où on est souvent mobilisé le week-end. On travaille quand les autres ne travaillent pas, pour les servir. C'est ainsi. Quand on était chez soi pendant plusieurs mois et on a pu profiter de ces week-ends, eh bien, il est tout à fait normal, c'est humain, de se dire, bien, si je veux reprendre, est-ce que je peux éviter de travailler tous mes week-ends? Et là, du coup, les employeurs du secteur HCR se retrouvent dans une position où non seulement il y a une pression sur les salaires, sur la rémunération de base, mais aussi sur les conditions de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils retravaillent complètement, on pourrait dire, leur marque sectorielle pour tout simplement faire revenir les compétences dont ils ont cruellement besoin. Vous parlez de l'hôtellerie-restauration, mais il y a aussi d'autres secteurs. Je pense à la logistique, qui visiblement, là aussi, peine énormément à recruter. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est assez considérable, les emplois qui manquent aussi dans ce secteur-là. Alors, vous savez, d'abord, je ne connais pas aujourd'hui un secteur qui n'est pas concerné par la pénurie de main-d'œuvre. Entre nous, même si ce n'est pas une réponse satisfaisante, vaut mieux être dans cette position où, si on a envie de bosser, on peut trouver un employeur, plutôt que de connaître ce qu'on a connu par le passé, où on avait des compétences et on n'arrivait pas à trouver d'employeur. Ça veut dire qu'il y a quand même un coup à jouer, quelque part. Ceci dit, il va falloir rapidement trouver des solutions, parce que c'est un vrai frein à la croissance. Alors, il y a pression sur les salaires, il y a pression sur le coût des matières premières. Écoutez, le problème dans une entreprise, c'est que parfois, on ne peut pas basculer
l'augmentation des coûts sur son prix de vente. Et là, en ce moment, beaucoup d'entreprises sont un petit peu inquiètes parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais on est en train de rogner sur les marges parce qu'on n'arrive pas à basculer cette augmentation sur nos prix de vente. Alors, lorsqu'il s'agit d'un salaire de base avec une projection à autour de 2% d'augmentation, c'est à peu près l'inflation telle qu'elle est provisionnée pour l'année à venir. Ouais, Donc, ça. enfin, je veux dire, Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Oui. Voilà, il faut pas, entre guillemets, s'amuser à se faire peur, si vous voulez. Ça reste raisonnable. Hein. Mais lorsque on commence à avoir des augmentations nettement plus importantes, que ce soit en termes de coût de la main-d'œuvre ou en termes d'approvisionnement, eh bien là, oui, ça pose un vrai problème à terme de rentabilité. Une entreprise, vous savez, il faut qu'elle équilibre les recettes et les dépenses. C'est bête comme chou, mais ça fonctionne comme ça. On ne trouve pas suffisamment de main-d'œuvre et en même temps, on a un taux de chômage qui reste encore assez élevé. Comment ça s'explique ? Grande question. Parce qu'il n'y a pas ces sujets-là chez nos voisins allemands ou chez nos voisins espagnols. On est bien ou d'accord. portugais. Alors, c'est multifactoriel. Hein. D'abord, il y a trop d'échappatoires au travail. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que lorsqu'on avait, je dis bien, je parle au passé, puisque à partir il y a déjà une première partie de la réforme de l'assurance chômage qui est mise en place et au 1er décembre, il y aura le deuxième volet. Mais lorsqu'on a un système assurantiel qui fait que entre deux contrats courts, eh bien, il n'y a aucun intérêt de retourner au travail, eh bien évidemment, là aussi, c'est parfaitement humain, on peut le comprendre. On préfère rester en inactivité plutôt que de rester en activité, puisqu'on est porté par la collectivité dans des conditions tout à fait favorables. Donc, si on a vraiment la possibilité de signer un contrat de travail, eh bien, il faut avoir un système incitatif à retourner, bien évidemment, sur le marché du travail. La réforme de l'assurance chômage est pour cela très importante. Il faut bien évidemment que le travail soit plus rémunérateur que la solidarité. Ça, c'est une évidence. Hein. Et puis, deuxièmement, vous avez les demandeurs d'emploi. On sait former massivement les demandeurs d'emploi, mais ce sont des formations qui ne parlent pas aux employeurs. C'est-à-dire que lorsque un demandeur d'emploi vient postuler chez un employeur avec une formation diligentée par Pôle emploi, il y a une sorte de doute. Il faut lever ce doute en renversant la logique. C'est-à-dire qu'il faut mettre les demandeurs d'emploi en milieu professionnel, en entreprise, et à partir de ce moment-là, financer la formation des demandeurs d'emploi en entreprise. C'est ce qui s'appelle la PEE, la préparation opérationnel à l'emploi. Alors, je ne connais pas ce dispositif. C'est un dispositif qui avait été à l'initiative, alors c'était avant mon mandat, de la CPME, où on renverse la logique, on se dit plutôt que de sortir du marché du travail des demandeurs d'emploi en les mettant en formation, ou parfois on attend d'ailleurs plusieurs mois avant d'avoir cette formation, donc on les écarte du marché de l'emploi. On les raccroche le plus rapidement possible au milieu professionnel, en entreprise, qui a des besoins de recrutement. Et puis, s'ils ont le potentiel au poste, on va dire, choisi dans l'entreprise, eh bien là, on met en place la formation au sein de l'entreprise. C'est ça la préparation opérationnelle à l'emploi. On a des vraies statistiques là-dessus. Et c'est 80% de transformation en CDI lorsqu'on met un demandeur d'emploi en entreprise pour se former. Eh bien, il faut massifier la formation au sein des entreprises. On a l'argent pour le faire. La ministre du Travail a réfléchi 2 milliards d'euros pour financer la PEE dans les entreprises. Pour l'instant, ça s'adresse plutôt aux chômeurs de longue durée. Nous, on voudrait élargir encore beaucoup plus cette possibilité à l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et ça veut dire que c'est les entreprises qui deviennent en quelque sorte des organismes de formation. Alors, on voit beaucoup de grands groupes, notamment, qui créent leurs écoles ou leurs centres de formation. Est-ce que c'est le rôle des entreprises aujourd'hui ? Vous savez, on est dans une situation où, de toute façon, il faut absolument qu'on trouve de la main-d'œuvre. Donc, il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a pas trop le choix. Je préfère encore que le demandeur d'emploi soit formé d'une façon très concrète en milieu professionnel, plutôt que de les écarter du milieu professionnel. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, et pour l'entreprise, et pour celui qui recherche un emploi. Est-ce que, quand même, le coût du travail reste trop élevé aujourd'hui en France ? Oui et non. Oui et non, parce que évidemment, si je commence à vous dire un SMIC c'est trop cher, je me mets à la place de ceux qui gagnent le SMIC. C'est quand même dur de joindre les deux bouts, il faut bien dire les choses. Après, lorsqu'on regarde au niveau macroéconomique, on a en France encore un coût du travail qui est au-dessus de la moyenne européenne. On a rattrapé un petit peu notre retard, mais lorsqu'on commence à être dans des salaires qui sont au-dessus de 1,6 SMIC, parce que c'est là où, entre guillemets, le poids des charges sociales redevient à 100%, et bien là, effectivement, on a un coût du travail qui est très important. J'ai regardé un peu les propositions, notamment à droite, dans la course à la présidentielle, là, sur l'augmentation du salaire réel. On a Marine Le Pen qui dit toute hausse de salaire exonérée de cotisation jusqu'à 3 fois le SMIC. Xavier Bertrand, 5 milliards de plus sur la prime d'activité, qui en coûte déjà 9. Le problème, c'est quoi ? C'est la fracture entre le brut et le net qui fait qu'à un moment, on s'y perd ?
Oui, c'est la fracture entre le brut et le net. Il faudrait bien évidemment que lorsqu'on verse un salaire, le net soit le plus proche du brut possible. Hein. On a quand même un système qui est très redistributif en France. Si on paye autant de charges sociales, c'est que tout simplement à côté, eh bien, on a notre sécurité sociale avec tout ce que ça comporte de régime, qui eh bien, sont un régime de solidarité extrêmement redistributif. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on paye d'un côté, on le redistribue aux Français à travers, par exemple, des primes pour l'emploi. Ça, c'est les impôts de tous les Français qui le payent. Donc, bien évidemment, nous sommes plutôt favorables à la CPME de travailler sur le coût du travail plutôt que de, entre guillemets, fonctionnariser un peu plus les salaires du secteur marchand. Je m'explique. Lorsque vous compensez des salaires de bas niveau par des primes pour l'emploi, par la prime de 100 € par exemple, la prime inflation, c'est finalement l'État qui compense du pouvoir d'achat par rapport au salaire versé par l'entreprise. C'est une petite dérive qui peut devenir quand même relativement ennuyeuse, enfin embêtante, parce que quelque part, une part de la rémunération des salariés eh bien, dépend des impôts de tous les Français. Quelque part, tout le monde devient un petit peu fonctionnaire. Hein. Et je ne pense pas que ça soit, à terme, un modèle économique tellement viable. Il faut plutôt travailler sur 2 leviers. D'abord, écoutez, le travail amène le travail. Hein. C'est-à-dire que nous, on est plutôt pour la détaxation, enfin, enlever les charges sociales sur les heures supplémentaires. Ça avait très bien fonctionné, au-delà de 20 salariés, parce qu'aujourd'hui, il y a un plafond de 20 salariés, hein, pour faire en sorte que ceux qui travaillent plus gagnent plus. C'est tout bête, mais ça avait très bien fonctionné. C'était très populaire, aussi bien du côté des salariés que des employeurs, parce que là, bien évidemment, c'est une démarche vertueuse, c'est-à-dire que c'est du travail produit qui crée du pouvoir d'achat, hein, et non pas quelque chose qui vient comme un crédit d'impôt, hein, qui ne correspond pas à des heures produites. Hein. Et puis... écoutez, c'est effectivement s'attacher ou s'attaquer à la baisse des charges au-delà de 1,6 PIC, eh bien, ça nous permettrait de revenir dans la moyenne européenne du coût du travail. En disant ça, je suis tout à fait conscient qu'on se prive de certaines recettes fiscales. Mais écoutez, ça sera un choix de société à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que, par exemple, les réformes structurelles, comme celle des retraites, sont très importantes à l'avenir pour pouvoir équilibrer le poids de la sphère publique par rapport au secteur marchand. Parce que qui est-ce qui crée la richesse ? C'est le secteur marchand, ce sont les entreprises. Justement, on parlait de la réforme des retraites. Est-ce qu'un allègement des cotisations contre un allègement de durée de cotisation serait un bon levier ? Vous connaissez les paramètres pour la réforme des retraites. C'est le niveau des pensions, c'est la durée de cotisation, donc l'âge auquel on peut espérer partir en retraite, et puis c'est le niveau des cotisations. Alors déjà, on est l'un des pays en Europe qui cotise le plus. Donc s'il faut s'attaquer à la baisse du coût du travail, on ne va pas commencer par augmenter les cotisations. On a un beau levier, c'est que on s'aperçoit, quand on se compare à l'ensemble des pays européens, en tout cas des pays développés, même au niveau de l'OCDE, on est l'un des pays au monde où on travaille le moins longtemps pendant toute sa vie professionnelle. Je ne dis pas que les Français ne travaillent pas dur, certains travaillent très dur, mais sur toute une vie professionnelle, nous ne sommes pas assez nombreux à travailler assez longtemps. Donc c'est un beau levier. Est-ce que c'est grave, docteur ? Très sincèrement, je ne le pense pas. Est-ce que la France des 39 heures était plus anxiogène que la France des 35 heures ? Je ne le pense pas. Il faut simplement, surtout qu'on a gagné près de 8 ans d'espérance de vie depuis les années 80, où la retraite était à 65 ans. Donc il faut évidemment allonger la durée de vie au travail, prendre en compte les métiers qui sont physiquement plus exposés que d'autres, parce qu'il est tout à fait compréhensible que quelqu'un qui aura été, par exemple, charpentier pendant toute sa carrière professionnelle puisse partir plus tôt qu'un type comme moi qui a fait sa carrière professionnelle dans une voiture ou dans un bureau. Ça, on comprend tout à fait. Mais au-delà de ça, il faut qu'on arrive à travailler plus longtemps. Ça, c'est le vrai levier, c'est la valeur travail. Je crois que le président de la République a évoqué cette valeur. Eh bien, écoutez, dont acte, il faut la mettre en œuvre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a voulu replacer la valeur travail au centre du jeu. Et sur la réforme des retraites, il a abandonné visiblement l'idée du système par points qui était son idée de départ. Il préfère repousser l'âge légal et supprimer les régimes spéciaux. Ça vous convient, ça ? Ça nous convient. Alors après, il faut quand même rentrer un petit peu dans les détails. C'est-à-dire que supprimer les régimes spéciaux, on est tout à fait d'accord. Mais si supprimer les régimes spéciaux, c'est appliquer ce qu'on appelle la mesure grand-père, où ne seront concernés que dans 40 ans ceux qui sont dans la fonction publique, ceux qui rentrent dans la fonction publique, là, on n'est pas tout à fait d'accord, voyez-vous. Sur l'inflation, vous avez mentionné tout à l'heure le chèque indemnité inflation là, de 100 € pour 38 millions de Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois. Vous inquiétiez récemment de sa mise en œuvre craignant une usine à gaz. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré sur ce point ?
Parce que la mise en œuvre doit passer par l'employeur. C'est comme tout, le diable se cache dans les détails. Donc, dans l'immense majorité des cas, ça va bien se passer. Si vous avez un salarié en CDI au mois d'octobre et que l'activité est régulière et qu'il a moins de 2 000 € net par mois, ça sera très facile, très fluide. En revanche, ça sera un petit peu plus compliqué si vous avez un salarié qui, au cours du mois d'octobre, part en retraite, par exemple, qui verse la prime, l'employeur, où il faudra certainement faire un complément de salaire ou la caisse de retraite, parce que les retraités aussi sont concernés. Si vous avez des salariés multi-employeurs qui versent la prime de 100 €. Alors là, on est dans une foire aux questions avec le gouvernement. Ils répondent petit à petit à toutes ces questions très, très précises. Mais pour certaines entreprises, ça sera, celles qui ont par exemple des temps partiels avec multi-employeurs, ça sera un peu plus compliqué que pour d'autres. Un mot de la situation sanitaire, quand même. On parle aujourd'hui d'une 5e vague et le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a déclaré qu'il serait aujourd'hui souhaitable d'accroître le télétravail. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont les entreprises, ça y est, ont pris l'habitude, ces espèces d'allers-retours de un coup, il y a une jauge, un coup, il n'y en a plus, un coup, il y a un couvre-feu, un coup, il n'y en a plus. Comment ça se passe dans les PME ? Alors, écoutez, c'est un sujet urbain. Le télétravail. C'est ça. C'est un sujet urbain. On avait fait une enquête en pleine pandémie, justement, auprès de nos adhérents sur le télétravail. Alors là, il y avait vraiment une césure nette. Tout ce qui était, on va dire, grand centre urbain s'intéressait à cette question. Et tout ce qui était en dehors des grands centres urbains, le télétravail était un non-sujet. Donc, on parle aux entreprises qui sont en milieu urbain, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que globalement, on a trouvé à peu près un point d'équilibre, surtout dans les PME. C'est-à-dire qu'on a appris à travailler avec plus ou moins de télétravail. Le constat, c'est que les salariés sont quand même aujourd'hui contents de revenir au travail. Et lorsqu'on peut organiser à la discrétion de l'employeur une journée de télétravail et que c'est possible, eh bien, généralement, ça se passe plutôt d'une façon relativement paisible dans les entreprises. Le dialogue social est quand même présent pour mettre en place ces choses-là. La question, c'est que vous avez beaucoup de salariés qui ne sont pas concernés par le télétravail, tout simplement par la nature même de leur travail. Quand on est sur une ligne de production, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Quand on est sur un chantier, on ne peut pas télétravailler. Lorsqu'on pétrit du pain, on ne le fait pas à distance. Mais pour le reste, tout ce qui est tertiaire administratif, aujourd'hui, globalement, ça ne fonctionne pas trop mal. Alors, s'il faut augmenter, on va dire, la dose de télétravail, on saura le faire. Mais on veut surtout éviter de retomber un petit peu dans l'ambiance qu'on a connue, où on est dans l'entre-deux et où on perd, entre guillemets, l'envie de travailler. Il faut surtout garder cette envie de travailler. Vous savez, beaucoup d'entreprises, quand on parle des aides aux entreprises, c'est à 75% des mesures d'endettement qu'on a eues. Il fallait les faire, le gouvernement l'a fait, prêt garanti par l'État, report de charges. Maintenant, il faut rembourser. Et donc, si on fait chuter l'activité, alors là, ça sera très compliqué. Donc, il faut arriver à vivre avec ce fichu virus, bien évidemment en respectant les gestes barrières, en mettant peut-être un peu plus en place du télétravail, mais surtout ne pas quitter ce dont on a absolument besoin, l'activité, donc le travail. Vous parlez de garder l'envie de travailler et la mobilité des salariés là, semble s'accélérer. On parlait tout à l'heure des emplois non pourvus, mais j'ai vu la remontée des ruptures et des ruptures conventionnelles et des démissions. La DARES parle de 126 000 à 23 000 au deuxième trimestre. Là. Comment ça s'explique et comment on ne perd pas ces gens-là finalement ? Écoutez, pour l'instant, on est en train de les perdre, alors on va peut-être les retrouver, ou vous avez des secteurs qui en retrouvent et d'autres qui en perdent. On parlait tout à l'heure du secteur de l'hôtellerie, café-restaurant. Quand vous êtes dans ces métiers-là et que vous étiez d'astreinte de travail tous les week-ends, vous vous habituez à vivre pendant 7, 8, 9 mois chez vous en ayant tous vos week-ends. Vous voyez grandir vos enfants, vous voyez votre épouse, votre époux. On peut tout à fait comprendre qu'on réfléchisse à changer de secteur parce que travailler le week-end, c'est pas toujours agréable. Lorsqu'on est coiffeur et qu'il s'agit d'avoir tous ces samedis ou mercredis au travail alors qu'on aimerait garder ses enfants, le salarié est tenté pour regarder ailleurs. C'est presque insoluble, comment on fait ? Parce que ces métiers-là, ils ont besoin d'être ouverts le samedi, ils ont besoin d'être ouverts le week-end, ils ont besoin de travailler en soirée. On est bien d'accord. C'est-à-dire que vous savez, au bout d'un moment, les rivières vont retrouver leur lit. Parce que les secteurs, lorsqu'ils vont retrouver, entre guillemets, leur assiette entre activité et nombre de salariés, les salariés, au bout d'un moment, s'ils ont cette qualification, ils seront bien obligés aussi de composer d'un employeur à un autre. Et puis, s'il faut travailler le samedi, il faudra travailler le samedi. Et puis, les employeurs ont bien compris aussi. C'est-à-dire que là où ce n'était pas possible, ils s'aperçoivent qu'en réorganisant leur activité, en faisant tourner leurs effectifs, on pouvait parfois, effectivement, faire en sorte que ce ne soient pas tout le temps les mêmes qui travaillent le samedi ou le mercredi. Voilà, donc ça se passera, à mon avis, d'une façon assez naturelle. En ce moment, c'est compliqué parce qu'il y a un manque cruel de compétences.
Mais écoutez, on n'est pas sorti de cette période de crise. On est en train de vivre les après-crises. Donc on n'en est pas sorti. Et donc il faudra attendre 2 ans avant de revoir les rivières regagner leur lit. Vous parliez rapidement des PGE. Moi, je voudrais savoir quelle est la situation financière des PME aujourd'hui. Alors vous avez une situation qui est quand même assez paradoxale, où lorsque vous interrogez les grands réseaux bancaires, lorsque vous interrogez la Banque de France, pas de sujet. Pas de sujet. Lorsque vous interrogez par exemple la médiation du crédit, très peu de sujets. Les tribunaux de commerce, ça frémit, mais c'est très calme encore. C'est-à-dire que tout le monde a l'air très serein sur, entre guillemets, la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes. Nous, du côté CPME, on avait fait une enquête déjà au mois de septembre sur 2700 entreprises et 39% d'entre elles, donc c'était très significatif, commençaient à avoir des doutes sur leur capacité de remboursement de leurs dettes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tant que les créanciers n'ont pas assigné ceux qui leur devaient de l'argent, eh bien, l'aventure continue. Tant qu'on n'a pas remboursé ou qu'on doit rembourser son prêt garanti par l'État, l'aventure continue. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les URSSAF en premier commencent à réappeler les cotisations, surtout pour les indépendants, avec la caisse du CPSTI, qui ont été suspendues pendant près d'1 an. Et là, il faut commencer à payer et à rembourser. Les prêts garantis par l'État, pour les premiers, vont commencer à être remboursés au mois de mars. Et là, on commence, nous, à voir monter des entreprises, petites et très petites, même moyennes, qui voient un endettement quand même assez substantiel à rembourser, un prêt garanti par l'État qu'il faudra amortir sur 4 ans. Et là, elles se disent, si mon activité ne reste pas ultra dynamique pendant ces 4 années, je ne pourrai pas faire face à mes échéances de remboursement de dette. C'est pour ça que nous, ce qu'on a demandé à la CPME, c'est d'avoir cette possibilité d'étaler le remboursement du prêt garanti par l'État sur plus que 4 ans. Parce que sinon, pour certaines entreprises, malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais est-ce que c'est pas prendre le risque d'entretenir finalement ce qu'on appelle les entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui mourraient d'une façon ou d'une autre et qui seraient peut-être mortes sans la crise? Je ne crois pas du tout au risque des entreprises zombies pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux bancaires regardent de très près l'endettement de leurs clients. Et là, vous avez vu, vous avez Bruno Le Maire qui permet de pouvoir signer des prêts garantis par l'État pendant 6 mois supplémentaires. Voilà, jusqu'à juin 2022. Je peux vous dire qu'une entreprise qui est déjà pas mal endettée, elle n'aura pas son PGE. Malheureusement, ça sera très compliqué. Elle pourra potentiellement l'avoir à travers la médiation du crédit, mais c'est de moins en moins sûr. Donc déjà, on ne va pas entretenir l'augmentation des dettes de ceux qui ont déjà du mal à rembourser leurs dettes. Et puis deuxièmement, si vous faites de l'étalement de dettes, ça peut peut-être éviter l'entreprise de se mettre directement en défaut. Et là, de ne pas payer du tout ses dettes. Donc c'est là où il faut faire effectivement du cas par cas, mais d'une façon extrêmement fluide et rapide. Et nous, ce que nous aimerions, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs tout à fait intéressants pour permettre aux entreprises de rebondir avec du cas par cas. Ce que nous aimerions, c'est que ça se fasse avant d'arriver au tribunal de commerce, qu'on ne rentre pas dans une procédure ad hoc pour activer ces mesures de soutien. Il faudrait que ça puisse se faire avant. On a des outils pour cela. C'est un petit peu technique, pardonnez-moi, mais vous avez par exemple les GPA en région qui font un travail magnifique et les CPME sont vraiment à la manœuvre au niveau de ces GPA. C'est complètement confidentiel pour les entrepreneurs, ça peut vraiment les aider à rebondir lorsqu'ils se retrouvent dans une impasse. C'est quoi les GPA? Alors c'est les groupements de prévoyance agréés qui permettent d'avoir un entrepreneur qui frappe à la porte du GPA de façon complètement confidentielle, il est entouré d'experts et on a des moyens financiers abondés par les fonds de revitalisation. Donc c'est même des fonds encore au-delà de ce que peut prévoir aujourd'hui l'État pour faire rebondir les entreprises, pour leur permettre de combler les 10, 20, 30, 40, 50 000 euros qui leur manquent pour tout simplement continuer leur activité alors que leur activité est viable. Bruno Le Maire s'était dit plutôt favorable au cas par cas. Oui. Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Bien sûr, on en a discuté avec lui, bien évidemment, et puis on a été au centre du dispositif. La seule chose que je vous dis, c'est que les tribunaux de commerce font du bon boulot, globalement, mais il y a un aspect psychologique qui est terrible pour les chefs d'entreprise. Donc, il faut, de mon point de vue... Il ne faut pas décourager le chef d'entreprise. Voilà, il faut que le chef d'entreprise, quand il sent que ça risque d'être compliqué, qu'il n'attende pas le dernier moment pour aller au tribunal de commerce. Et c'est là où, si vous avez une structure qui n'est pas directement le tribunal de commerce, qui ne soit pas on va dire quelque chose de juridique, eh bien c'est là où vraiment on peut traiter efficacement et rapidement les dossiers. C'est souvent ce qu'a fait la médiation du crédit. Merci beaucoup François Asselin. Je rappelle que vous êtes président de la CPME. Merci d'avoir été avec nous. Merci.
Et on termine cette émission avec Théo Skubla, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Each One. C'est une start-up qui facilite l'intégration des réfugiés dans les entreprises. Moi, je voulais savoir, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat quand vous étiez étudiant. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Il se trouve que moi, j'ai à la fois, je pense, une sensibilité qui vient de mon histoire personnelle et familiale. Je suis petit-fils d'immigrés italiens. Moi, pendant toute mon enfance, ça m'a raconté, en tout cas, ma grand-mère maternelle surtout, m'a raconté sa frustration d'avoir été à la fois immigrée italienne, d'avoir été confrontée à des questions de pauvreté, de ne pas avoir pu exprimer tout ce qu'elle avait en elle, et quelque part le goût d'inachevé qu'elle avait par ailleurs. Et quand effectivement vous entendez ça, quand vous êtes enfant, puis ado, sans cesse, mais ça façonne vachement votre façon de voir le monde. À un moment donné, vous vous dites, mais mince, c'est quand même dommage. Et un jour, vous vous rendez compte que c'est possible autrement, que des personnes qui arrivent et qui sont en situation d'intégration en France n'ont pas forcément à abandonner leurs rêves, leurs projets, et peuvent effectivement exprimer leur potentiel, parce que c'est de ça dont en tout cas nous on veut parler chez Each One, c'est voir effectivement le potentiel là où souvent on voit des personnes à prendre en charge un coup, etc. C'est voir de manière positive la question pour pouvoir effectivement l'exprimer. Et moi, cette histoire personnelle m'a beaucoup façonné, mais aussi les rencontres que j'ai faites par la suite, qui ont été finalement les derniers déclics qui sont venus, je dirais, amorcer ce mouvement entrepreneurial. En particulier 2 personnes dont je parle très souvent, qui s'appellent Omran et Rateb, qui étaient réfugiés au moment où je les ai rencontrés, syriens. Ils venaient d'arriver en France depuis 2 semaines. L'un était étudiant en économie, l'autre ingénieur. Et quand je rencontre ces 2 personnes, moi je ne vois pas des réfugiés. Je vois juste 2 personnes, je dirais, avec 2 gros morceaux de vie, en fait. 2 personnes qui ont une valeur insoupçonnée. Et le mot valeur parfois porte à confusion. D'ailleurs, on se fait souvent caricaturer pour ce mot-là parce que ça veut dire beaucoup de choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette valeur dans le sens le plus absolu, effectivement. Ce qui brille et qu'on ne voit pas et qu'on veut remettre en lumière. Vous citez un ingénieur, mais est-ce qu'un ingénieur, même s'il est réfugié, entre guillemets, a besoin d'être accompagné aujourd'hui ? Il ne trouve pas sa place naturellement ? La difficulté aujourd'hui, c'est que il faut presque 10 ans pour qu'une personne réfugiée ou une personne qui est nouvelle arrivant, donc une personne qui est sur le territoire français et qui effectivement a un titre de séjour très long et le droit de travailler, il faut presque 10 ans pour que cette personne retrouve un travail à la hauteur de ses compétences. Et quand la personne effectivement ne retrouve pas un travail à la hauteur de ses compétences, on reste effectivement dans des situations malgré cela extrêmement précaires, pas de stabilité dans l'emploi, un chômage important, plus de 61% des personnes aujourd'hui réfugiées ou nouveaux arrivants, qui sont quand même plus de 1,2 million en France, rien qu'en France, sont non employés. Donc c'est un vrai sujet systémique, et c'est quand même étonnant quand même de regarder ça quand on voit qu'on a globalement 40% de ces personnes qui sont qualifiées. Pour les autres qui ne sont pas qualifiés d'ailleurs, ça reste des personnes très motivées pour autant, qui peuvent faire plein de choses. Et il faut le voir aussi en tant que tel. Il ne faut pas, je dirais, minorer ce potentiel-là. Quand on voit effectivement qu'on a en face 2,7 projets de recrutement sur 2021, une situation de pénurie hors du commun, des offres non pourvues, des métiers en tension, qualifiés ou non qualifiés, etc. Nous, on est là pour, entre guillemets, permettre de faire la jonction entre ces 2 mondes, entre ce potentiel qui est malheureusement pas encore suffisamment considéré comme un potentiel, et les besoins business des entreprises de l'autre côté, qui veulent recruter et qui, en travaillant avec Each One, ne font pas seulement que recruter, mais qui font vraiment de l'inclusion un vrai levier de performance, en leur attachant très concrètement certes à des besoins, mais en faisant aussi un levier d'engagement des collaborateurs et très concret finalement. Comment vous la faites, cette jonction ? Comment est-ce que vous les accompagnez vers l'entreprise ? Nous, aujourd'hui, on travaille... c'est qu'on a un produit qui s'appelle le produit All-in-One, qui est un peu, je dirais, notre méthode qu'on vend aux entreprises qui cherchent à recruter. Aujourd'hui, les entreprises qui ont des besoins de recrutement viennent vers nous avec ces besoins préalables. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va effectivement positionner des cohortes de 15 personnes, donc 15 par 15, sur des besoins de recrutement définis. C'est pour ça qu'on travaille surtout avec des grands groupes aujourd'hui. Oui, parce que 15 par 15, il faut y aller quand même. Effectivement, il faut y aller. Et en même temps, notre objectif à nous, c'est d'accompagner le plus de personnes en emploi possible. Donc, vous en avez déjà accompagné combien ? Un peu plus de 2000 ? Oui, absolument, près de 2000. Ouais. Et effectivement, on accompagne l'entreprise à la fois pour qu'elle puisse avoir accès à des personnes qui soient préformées
aux métiers sur lesquels elle recrute. Donc effectivement, nous, on a ce rôle effectivement de sourcing, de formation des personnes, d'accompagnement avant l'embauche jusqu'au recrutement, d'un côté. Et d'ailleurs, quand je parle de formation, c'est à la fois de la formation soft skills, comment je retrouve effectivement les moyens de communiquer dans un cadre corporate français, alors que je n'ai pas forcément l'habitude d'avoir travaillé en France. Pas forcément les codes, la culture. Absolument. Plus la formation métier, effectivement, qu'on fait avec des partenaires. Et à côté aussi, accompagner l'entreprise pour que ces je dirais, collaborateurs soient formés, ces managers soient accompagnés, sensibilisés, et qui voient aussi cette question, pas seulement comme une question de philanthropie, mais comme une question vraiment de réponse à un besoin opérationnel réel, d'un investissement. C'est important. Pourquoi c'est important que l'entreprise voit l'investissement, hein? Je fais ce petit encart. C'est important qu'elle voit ça comme un investissement, parce que si elle ne voit pas effectivement ce qu'elle peut y gagner dans le projet, alors dans ces cas-là, elle ne se donnera jamais les moyens de faire des choses à la hauteur des besoins existants. Et aujourd'hui, on a besoin que les entreprises emploient massivement aujourd'hui les personnes qui sont forcément inemployées, qui sont en ce moment en tout cas non employées, et souvent elles ne le font pas dans cette démarche d'inclusion, parce que la démarche d'inclusion est souvent présentée comme une démarche un peu à côté de l'objectif de l'entreprise. Il y a la vie de l'entreprise et le core business. Puis il y a un peu le côté philanthropique. Il y a un voilà, peu le côté je vais le faire pour faire joli. Et effectivement, lui permettre de voir ce qu'elle a y gagné, c'est lui permettre de voir effectivement qu'elle peut prendre vraiment à bras le corps cette problématique de manière ambitieuse, tout en restant parfaitement alignée dans ce rôle d'entreprise. Et c'est d'autant plus fort parce qu'à la fois les personnes sont mieux incluses, à la fois pour les employés, c'est quelque chose qui est engageant parce qu'ils se disent « Waouh, je suis fier de ma boîte, elle a réussi à répondre à ses besoins opérationnels. En plus de ça, c'est un projet qui a du sens. On donne du travail à des personnes qui n'auraient pas eu autrement. Et puis, comme moi, ça me motive derrière et que ça motive toute mon équipe, on est tous plus performants. Et comme on est plus performants, on crée encore plus d'offres. Et ça, pour le coup, c'est tout le monde qui en bénéficie. Oui, c'est un cercle vertueux, en fait. Et donc, nous, on accompagne l'entreprise dans tout ce processus-là, en fait, pour que cette démarche, qui est souvent compliquée d'inclusion, soit de A à Z beaucoup plus simple, sans friction, et que ce soit la formation et l'accompagnement des candidats comme l'accompagnement des collaborateurs et des managers, tout cela puisse être rentré dans un seul et unique projet plus simple pour l'entreprise. Les entreprises françaises, elles manquent de diversité aujourd'hui? Les entreprises françaises, je dirais qu'on pointe souvent effectivement le fait, je dirais, qu'elles ne sont pas représentatives de la société. Alors ça dépend des entreprises, on ne peut pas faire de généralité. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont extrêmement diversifiés et qui ont l'habitude de fonctionner effectivement avec des personnes qui viennent de toutes les nationalités du monde. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'elles ont toutes une envie, ces entreprises-là, qu'elles le soient déjà ou pas, c'est de faire plus. C'est que les entreprises aujourd'hui, elles veulent faire plus. Tout le monde arrive, je dirais, et tombe d'accord sur ce point. On veut plus de diversité. Pourquoi ? Parce que c'est pas pour faire joli. C'est parce qu'en réalité, c'est aussi une entreprise plus diverse, une entreprise qui est plus performante. C'est une entreprise qui va effectivement aussi mieux comprendre son marché et la société dans laquelle elle évolue, donc prendre de meilleures décisions. C'est une entreprise aussi qui, parce qu'elle ne laisse pas à côté effectivement certains potentiels, mais peut profiter effectivement et saisir l'opportunité d'avoir des gens qui ont des savoir-faire très différents par ailleurs, et c'est autant de force dans l'entreprise que cela donne. Donc il y a autant de raisons que cela. Tout le monde maintenant tombe d'accord. Le problème, c'est que parfois on se dit mais par où commencer ? Par où je commence ? Comment je fais atterrir ces belles paroles, comment je concrétise, comment je passe de l'idée à l'action. Et c'est là, nous, qu'on intervient. On est là, effectivement, pour permettre aux entreprises d'atterrir, pour faire en sorte qu'elles puissent faire ce petit bout de chemin qui manquent souvent, parce qu'elles ont souvent besoin de partenaires, pour qu'elles parce qu'elles ne savent pas faire, ou qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles ne savent pas sourcer. Parce qu'effectivement, parce qu'accéder à des talents qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les canaux traditionnels de recrutement, c'est un défi, parce que mettre en place, bien accompagner les employés et les collaborateurs pour qu'ils puissent voir cette démarche, pas seulement comme une démarche de washing, mais une démarche effectivement vraiment concrète qui va répondre à leurs objectifs du quotidien avant tout, et donc du coup les aider à eux, ça c'est aussi une démarche d'accompagnement nécessaire. Et puis faire tout ça effectivement, accompagner, trouver les candidats, les accompagner, les sélectionner, les positionner, les intégrer, du sourcing au recrutement en passant par la formation, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de choses. Et nous on a à cœur de rendre cela à la fois plus simple et à la fois de décomposer les décisions compliquées parfois, parce que c'est risqué pour une entreprise de dire oui mais bien c'est sûr. Gentil, il n'y a pas de solution magique, on le sait très bien. Ça, à la fin c'est un effort qui est pris par l'entreprise, une démarche proactive, et recruter quelqu'un c'est toujours prendre un risque. Et nous on est là entre guillemets, on n'est pas en train de dire vous n'allez pas prendre un seul risque, vous allez faire zéro effort, c'est pas vrai. On est là entre guillemets pour que l'entreprise ait l'impression dans ce process qu'on lui fait suivre
de minimiser les risques, ou en tout cas de mieux les contrôler, de mieux les maîtriser, et quelque part d'arriver à un résultat avec plus de certitude que si elle avait été toute seule et qu'elle ne savait pas par où commencer. Merci beaucoup Théo Skubla. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Each One. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Dès demain, évidemment, vous retrouvez Arnaud Ardouin aux commandes de Smart Job. Passez une très bonne journée sur Bismart.